Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21 et je suis avec Pierre Meslay. Salut Pierre. Salut Clément, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief. Et oui, un débrief du Grand Prix de Mexico City et non pas du Mexique. Bien évidemment, pourquoi on vous laisse relire ce qu'on a déjà dit sur la Destination Race, le fait de mettre maintenant le nom des villes à la place du nom des pays. Là, dans 2 semaines, on sera d'ailleurs au Grand Prix de Sao Paulo. Tout ça nous instaure un futur bien sombre, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler de la F1 au Mexique. Je sais pas ce que tu en penses Pierre, mais moi chaque année c'est un circuit où j'aime aller et je trouve que c'est une des plus belles ambiances du calendrier. Ah bah il y a une très très belle, il y a déjà une très grosse ambiance parce qu'on est au niveau du Mexique, outre la popularité croissante de Sergio Pérez, d'une part, le passé du Mexique dans l'histoire de la Formule 1, c'est un circuit qui était apparu assez tôt au niveau du calendrier. Il est apparu, il me semble, les premières fois c'était dans les années 60. Il a été un petit peu délaissé. La F1 y est revenue dans les années 80 jusqu'au début des années 90, et puis hop, de nouveau en pause. Et puis là, on est de retour depuis 2015, et le promoteur a conclu un nouvel accord, il me semble, qui court jusqu'en 2025. Absolument. Donc il y a ça. On est sur l'autodromo des frères Rodriguez. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage qui avait été publié il y a quelques années chez Glénat à propos de Pedro et Ricardo, 2 artistes, 2 virtuoses, partis très tôt malheureusement, mais avec en héritage d'une certaine façon cette piste en altitude, ce qui fait qu'au niveau des moteurs ça rééquilibre un petit peu les choses. De longues pleines charges, on a également ce stadium qui avait été un peu critiqué parce que au niveau du réaménagement ça plaisait pas à tout le monde et tout. Je l'avoue, moi ça me plaisait pas sur le papier au début quand on y est arrivé, et puis finalement... Mais finalement, ça passe et on a une grosse ambiance, hein. C'est-à-dire à chaque passage... Et d'ailleurs, parenthèse, mais je trouve les 2 aménagements, celui en Formule 1 et celui en Formule 2, qui sont différents du stadium, tous les 2 sympathiques et qui offrent des choses différentes. Pour le coup, on peut faire des choses avec ce stadium, c'est pas mal. Et on rappellera la particularité du Grand Prix du Mexique, c'est le podium ne se fait pas au niveau de la ligne droite de départ et d'arrivée. Elle se fait... La cérémonie du podium se fait dans le stadium. Et à chaque fois, il y a une grosse ambiance. Ouais. Tu as bien fait de parler des frères Rodriguez. Et je vous invite à lire tout ce qui est possible de lire sur les frères Rodriguez, et notamment sur Ricardo, qui est considéré comme peut-être le premier des petits princes tragiques de la Scuderia Ferrari, dont feront partie plus tard un garçon par exemple comme Gilles Villeneuve ou comme Jules Bianchi. Donc c'est des destins tragiques, et il y a des magnifiques ouvrages sur le sujet. Revenons à cette course, à ce Grand Prix 2022. Alors, lorsqu'on regarde le résultat comme ça, on se dit, tiens, encore une victoire de Max Verstappen, une de plus dans cette saison 2022. Il casse le record de Sébastien Vettel et Michael Schumacher en gagnant sa 14e course sur une saison. Évidemment, c'est plus simple sur des saisons à 22 Grands Prix, sur des saisons à 18, on le concède, mais tout de même. Mais je vais te demander, est-ce que pour toi, c'était pas peut-être encore plus que les États-Unis la course où Mercedes aurait pu aller chercher la victoire? Mercedes s'est montré très très fort tout le week-end. Et quand je dis tout le week-end, c'est ils étaient là dès la première séance. Russell semblait particulièrement à l'aise. Hamilton n'était pas très loin derrière. Ils ont montré qu'ils étaient très très forts en qualif. Ça c'était avant la claque un petit peu Verstappen. Alors bon, même si pour nous on peut se dire ouais non c'est bon, il a fait la pole, il avait 3 dixièmes d'avance, c'est pas non plus ouais, mais 3 dixièmes sur un tour lancé où voilà on est vraiment sur les perfs purs. 3 dixièmes, voilà, c'est quand même costaud. C'est pas comme quand on se bat et il y a 1 dixième quoi. 3 dixièmes en F1 c'est énorme. On rappelle que Mercedes avait apporté cette fois son nouvel aileron
qui avait un petit peu créé la polémique la semaine dernière à Austin. Du coup, Mercedes ne l'avait pas utilisé en course. Là, ils sont revenus avec cet aileron apparemment qui a été retravaillé, on va dire, pour ne pas, comment dire, réattiser le brasier. Et force est de constater que sur cette dernière évolution de la Mercedes, ça a l'air de fonctionner. Je pense que l'altitude, tout du moins la géolocalisation du circuit les a également aidés. Même si le moteur Honda restait quand même monstrueux en ligne droite, hein. Moi, je revois encore quand Pérez chassait Hamilton. À chaque fois dans la ligne droite, il lui reprenait entre 1 et 2 dixièmes quand même, hein, sans DRS. Donc c'est quand même pas mal. Je pense que Mercedes avait plusieurs cartes à jouer. Je pense qu'ils ont été peut-être un peu trop prudents, stratégiquement parlant. En toute franchise, j'avais pas regardé les températures de la piste. Mais est-ce que tout était réuni pour que, comment dire, pour que au niveau des durs ça puisse fonctionner? Je sais pas. Hamilton a réussi à garder Perez derrière. Mais par contre, il n'a pas été en mesure d'aller chercher Verstappen. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Pour moi, la première chose, c'est Mercedes a été un petit peu lent au niveau de l'arrêt d'Hamilton. Ils l'ont fait rentrer trop tard. Je pense qu'ils étaient tellement persuadés qu'avec les médiums, il y avait moyen de créer l'overcut. Qu'ils sont restés focus sur leur stratégie sans regarder les chronos descendus par Verstappen. Et quand ils ont voulu réagir, c'était un petit peu tard. Et le seul, d'une certaine façon, qui était complètement excentré et qui pouvait tenter quelque chose, c'était Russell. Russell l'a demandé à la radio. Il n'a pas été écouté. Mais lui était pareil que Hamilton en médium, et il leur avait dit à un moment donné, écoutez les gars, pourquoi on ne tente pas les softs? Bon, le seul problème c'est, il a dit ça, on était à peu près au tour 30. Tour 30, faire 40 tours avec les softs, ça semblait un petit peu ubuesque. Maintenant, c'était peut-être pas non plus complètement dingue de se dire, je reste avec mes médiums, j'essaie de les utiliser au maximum. Et puis, si on est vers 25 tours à peu près de la fin, les softs, ça peut peut-être se tenter. Absolument. Mais ouais, c'était peut-être une stratégie, moi j'aurais dit trop conservatrice. Tu disais qu'ils s'étaient focalisés sur eux-mêmes. Plus que se focaliser sur eux-mêmes, c'était il n'y a pas eu de diversité, c'est ça le problème. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'on en revient à un problème qu'on avait déjà dénoncé chez d'autres écuries cette saison. C'est-à-dire que quand tu as deux pilotes qui sont dans le rythme pour la victoire, essaye de, surtout quand tu es face à Verstappen, qui est un monstre et qui fait corps avec sa machine cette saison, essaye de diversifier des stratégies et peut-être d'en mettre un en assuré avec cette fameuse stratégie medium hard qu'ils ont réalisé sur les deux voitures. Tu pouvais le faire sur une des deux. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle des hards. Thomas en parlait à la rédaction au moment de la course, mais sur beaucoup de circuits, les hards ont posé ce problème. Et à chaque fois, c'est pas les mêmes composants, parce que des fois, les hards, c'est les C3, d'autres moments, c'est les C1. Enfin, c'est pas forcément les mêmes pneus. Et pourtant, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un gap trop important entre les hards amenés sur un circuit et le pneu médium juste en dessous. Et que le hard est souvent inutile ou contre-stratégique. Et ça, c'est un problème. Mais pour revenir là-dessus, oui, effectivement, tu as raison. Il aurait peut-être fallu diversifier les stratégies. Moi, j'ai trouvé Mercedes très frileux sur le sujet. Comme si on était revenu, tu sais, à l'époque où ils avaient les deux voitures les plus fortes. Ils pouvaient venir sur la stratégie la plus conservatrice. Ils auraient quand même gagné. Tu vois, j'avais l'impression d'être à Sochi en 2014 où tu pouvais mettre les pneus les plus durs. Tu avais tellement une voiture au-dessus que c'était pas grave. Tu allais faire 1 et 2. C'est ça. Sauf alors que là, il y avait un hic. Ils sont pas du tout dans cette configuration. Absolument. Ils étaient comme à Austin. C'est-à-dire, de toute façon, la saison est foutue, on joue pas le titre, grosso modo, on n'a rien à perdre.
quand tu es dans une position où tu n'as rien à perdre, bah, tu peux te permettre de tenter quasiment tout et n'importe quoi. Et encore plus qu'à Austin, c'est qu'à Austin, ils avaient qu'une seule voiture et qu'elle était en tête à ce moment-là. C'est Donc ça. il fallait qu'ils essayent d'assurer et ils avaient que Hamilton. Là, ils avaient les deux qui pouvaient jouer la gagne. Et honnêtement, moi je trouve que. Alors c'est très bien pour Sergio Pérez de faire podium au Mexique, on est très content pour lui. Mais je trouve que le podium de Pérez, il est quasiment donné par Mercedes, qui doit faire. S'ils ne font pas 1 et 2 ou 1 et 3, ils doivent au moins faire 2 et 3. L'écurie qui doit avoir des voitures sur le podium ce week-end, c'est Mercedes. Oui, On est non, moi je te rejoins. Un peu déçu parce que bah, ils ont un peu sacrifié en même temps Russell sur l'échiquier, alors que Russell, encore une fois, a été devant quasiment. Ah, mais quitte à le sacrifier, pourquoi ne Voilà. pas tenter une stratégie audacieuse? C'est ça. Ou même, je veux dire, ils sont pas stupides, hein. Enfin, je veux dire, ils ont les datas et tout. Hamilton a bien dit à la radio qu'il n'était pas très content par rapport au hard, et ça peut se comprendre. Il faut prendre en même temps en compte les configurations de la piste. Euh, Ça a été rappelé sur plusieurs chaînes. Le circuit des frères Rodriguez, c'est grosso modo une piste qui est peut-être utilisée, allez, grand maximum 5 fois dans l'année. Je parle pour des manifs internationales. Donc ça reste un circuit où c'est compliqué d'avoir du grip. Sur une piste où c'est compliqué d'avoir du grip, est-ce que c'est judicieux de mettre les pneus les plus durs? Et, Pas sûr. je suis d'accord avec toi. Et je vais abonder dans ton sens, c'est qu'une fois que tu as le retour d'expérience d'Hamilton sur ses pneus, est-ce que tu es obligé d'arrêter Russell, sachant que à ce moment-là, Sergio Pérez a fait son arrêt, que ça a été un arrêt loupé de la part de Red Bull, qui a duré 6 secondes 5, je crois, ou 7 secondes 5, je sais plus. Il était aux mais alentours des beaucoup- 5 secondes. Voilà, beaucoup plus longtemps. Et que Russell, il arrête au 34e ou 35e tour. Il y a 71 tours à Mexico. Donc, c'est très simple de faire une division. Tu es à la moitié de course. À ce moment-là, au moment où tu vas arrêter George Russell, il y a un pilote qui est encore en piste avec les pneus soft. C'est Sébastien Vettel. Ce qui veut dire que tu peux potentiellement avoir des softs qui durent une demi-course. Alors, bien évidemment, ça implique de les conserver énormément, mais tu peux l'avoir. Donc, ça veut dire que tu peux pousser les médiums un peu plus loin, peut-être à 40 tours, peut-être à 45 tours, et donc avoir des softs frais sur 30 ou 25 tours. C'est une possibilité puisque tu vois que ça marche sur une autre voiture. Et tu vois que sur ta voiture sœur de ton écurie, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, tu es en tête, Russell est en tête, Max Verstappen le rattrape, d'accord, mais si Max Verstappen le dépasse, c'est pas grave. George Russell, lui, sa course après, c'est de rester derrière Max Verstappen et de mettre C'est des ça. softs à 25 tours de la fin. Et là, tu as une stratégie différente. Et là, tu peux venir embêter Max Verstappen parce que là, si lui voit Russell revenir trop vite, il est obligé de piter. Sauf que s'il pite, Hamilton lui passe devant et C'est Hamilton ça. gagne. Et là, tu te retrouves en une situation où tu es à 2 contre 1, alors qu'en arrêtant les deux voitures à 5 tours d'écart avec la même stratégie, tu es dans une situation à 2 contre 2 où tes deux, ils sont pas de la même valeur que les deux d'en face. Et ça, c'est problématique. Et sans compter que les deux en face, ils ont des pneus plus performants. Absolument, parce qu'ils sont partis sur les softs, justement. Des softs que, encore une fois, que Max Verstappen a pu faire durer jusqu'au 25e tour. Que, je le redis, que Vettel a fait durer jusqu'au 35e tour. Donc des pneus, Max Verstappen, s'il fait durer ses médiums jusqu'au 25e tour, ça veut dire que si tu fais une soustraction, tu peux aller jusqu'au, si je compte bien, 35e tour avec tes... C'est ça. Non, 45e tour avec tes pneus médiums. Ce qui est largement possible. Ce qui est largement possible. Ben, c'est Parce que c'est ce que Max Verstappen a fait. Donc en gros, c'est juste la Et- stratégie de Verstappen à l'envers. Et comme on parle stratégie, alors tu as parlé de Vettel, mais il y a un autre gars qui a été beaucoup décrié cette saison, et sauf erreur de ma part, qui lui aussi était parti avec des médiums, il me semble, qu'il a fait durer, on se demande encore comment il a fait, et qui en fin de course avait des softs, et qui nous a offert mais un festival. Absolument, Daniel Ricciardo qui a fait cette stratégie et une stratégie qui a parfaitement marché. Et là, tu vois, attends, c'est quand même... Si cette stratégie-là, elle a marché avec une Red Bull, une Aston Martin et une McLaren qui sont pas la même voiture, je pense qu'on peut dire sans se mouiller qu'il y avait peut-être une chance, c'est pas sûr à 100%, mais qu'il y avait peut-être une chance qu'elle marche avec la Mercedes.
Bah oui. Et c'est dommage parce que l'exemple de deux voitures qui prennent la même stratégie, on l'a vu cette année en Hongrie avec Ferrari, on sait que ça marche pas. Leur fait pas. Bah oui. Leur fait pas. Alors, à la seule différence que, bon, je pense que les températures étaient quand même légèrement différentes entre Mexico et Hongrie. Tu as raison, ça compte. Mais que les températures soient différentes ou pas, si tes deux pilotes ont la même stratégie, Oui. ils gagnent tous les deux, ils perdent tous les deux. Enfin, On est d'accord. C'est la même chose. Ah, voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'était peut-être celle-là la plus belle occasion de Mercedes et d'Hamilton de prolonger son record de 16 saisons consécutives avec une victoire ou de Russell d'aller chercher sa première. Et c'est une occasion loupée. Et je sais pas, peut-être qu'il y en aura une dans 2 semaines au Mexique, au Brésil. Après tout, après la semaine dernière aux États-Unis, on se disait oh là là, c'est dommage, peut-être que c'est leur occasion de la saison. Peut-être que dans 2 semaines, ça sera la bonne. Mais là, en tout cas, c'est une grosse de loupée. Bon. Écoute, il leur reste, on va dire, il reste encore 2 cartouches dans le fusil, on va dire Moi, ça. j'en compte qu'une seule parce que une Red Bull qui domine la saison et qui arrive à Yas Marina, j'ai déjà vu il y a 10 ans, Oui. on sait ce que ça Oui, donne. Ouais, ouais. Non, mais ça, ouais. Non, ça, À moins d'une crevaison dans le premier tour comme en 2011, qu'on n'espère pas pour Max Verstappen, Ou puisqu'il y a eu de- pour Sébastien Vettel. voilà, Sinon, ou d'une casse de boîte de vitesse, ou d'un moteur qui lâche, mais autrement, ouais, on voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler. d'ailleurs, je me demande c'est quand la dernière belle course qu'on a eue à Yas Marina. Et pour moi, c'est 2012, mais je sais pas si t'en as une entre les deux. Mais... On va peut-être éviter de reparler de 2021. Oui, voilà. C'est vrai. Passons à autre chose. Tu parlais tout à l'heure de Ricardo. J'aimerais qu'on en parle quand même parce qu'on avait de la peine pour lui après la semaine dernière. C'est vrai que son interview Elle était horrible. d'après course, elle était horrible où tu le sentais dépité, limite à dire bon bah il en reste 3 et puis c'est fini. Avec cette impression que ce qu'il cherche même pour l'an prochain, c'est même pas un baquet à plein temps, peu importe la catégorie, mais c'est d'être pilote d'essai et de se reposer un peu en dehors de ce monde-là. Et on avait vraiment de la peine pour un pilote qu'on aime beaucoup. Et là, sur cette course, tu l'as dit, par une gestion de pneus magnifique et une agressivité retrouvée, on a eu un Daniel Ricciardo qui termine 7ème et qui, hors son accrochage avec Yuki Tsunoda, a fait une super course. Je voudrais d'ailleurs ton avis sur l'accrochage avec Tsunoda. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, à première vue, moi j'avais dit Ricciardo à 100%. Et bon, je considère toujours que c'est la faute de Ricciardo et qu'il doit prendre une pénalité. Mais Tsunoda n'est pas totalement blanc dans l'affaire. C'est mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, c'est moche, hein, ça déteint un peu avec l'AlphaTauri. C'est vrai. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, si moi, j'aurais tendance à dire 60 pour Ricciardo et 40 pour Tsunoda. C'est-à-dire, on a bien senti que c'était chaud patate entre les deux. 60% pour Ricciardo parce que bon, il tente à un endroit où c'est quand même serré. C'est pas le meilleur endroit. Mais bon, après, on sait que le Mexique, pour doubler, c'est soit t'as le DRS et tu mets une pilule à tout le monde en ligne droite et tu passes. Une Williams, par exemple, ou une Alfa Romeo. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, c'était audacieux. On a vu Tsunoda qui avait tendance à ouvrir la porte et qui se rabat, comme s'il n'y avait personne. Alors, là où Ricciardo tape, c'est un peu dans l'angle mort du japonais. Donc, je pense qu'il l'a pas vu. Maintenant, bah, ça pose un peu la question du rétro en même temps. Parce que bon, le pilote, concrètement, il peut pas tourner la tête de 90 degrés pour s'assurer qu'il n'y a personne dans son angle mort. C'est un petit peu compliqué. Donc, pour moi, la pénalité est justifiée. Mais par contre, Ricciardo a répondu de la meilleure des manières avec sa pénalité. C'est-à-dire, il est rentré, les softs, et à fond, à fond, à fond. Non, c'est pas une parodie de Jean Alesi. Mais voilà, il y a été, il a fait le boulot, il finit devant Norris. Et bah, moi j'ai eu le sentiment presque de retrouver le Daniel Ricciardo. Voilà, des années Red Bull 2015-2017. Il a été beaucoup décrié cette saison. Pour moi, là, il signe une très très grosse performance, Ricciardo.
Seul bémol, bon, c'est du coup l'accrochage avec Tsunoda. Il me semble qu'il a pris 2 points sur la super licence. Il est donc à 6 points déjà retirés. Il lui en reste 6 autres. Mais ça nous permet du coup d'enchaîner sur un autre pilote qui lui par contre ça commence à être un petit peu chaud patate. Hmm. Je te laisse nous parler du cas Pierre Gasly. Bon, Pierre Gasly qui est à 10 points de pénalité, qui reprend une pénalité qui est encore une fois méritée, même s'il n'est pas 100% fautif, puisque Lance Stroll se décale un peu dans la ligne droite. Mais pour moi, Pierre Gasly est en faute et doit prendre une pénalité. Alors autant celle-là, je la trouve justifiée, autant celle de la semaine dernière, on a l'impression que les commissaires étaient un peu sur ses côtes après ses commentaires du Grand Prix du Japon. Par contre, c'est vrai que là se pose la question de qu'est-ce que fait Pierre Gasly d'ici la fin de saison. Moi, je serais lui, je prendrais les 2 prochains points de pénalité au Brésil, histoire de louper un Grand Prix, le dernier de la saison, une saison qui de toute façon pour lui est terminée et où il ne renouvelle pas son contrat dans son écurie, et de partir chez Alpine avec un compteur remis à zéro. Après, moi, je trouve que la forme de Pierre Gasly depuis un moment est assez étrange. Alors, cette saison a été assez étrange, mais on avait eu l'impression d'un renouveau, moi, je trouvais, sur les 3 premières courses au retour de la trêve. On a ensuite un Grand Prix de Singapour où il fait un top 10, mais bon, dans un Grand Prix hécatombe, c'est pas que c'est un peu miraculeux son top 10, mais pas loin. Et je trouve que ouais, depuis qu'on est revenu en Asie, que ce soit Singapour, le Japon, et puis maintenant cette tournée nord-américaine, on a un Pierre Gasly qui est très effacé dans son pilotage. J'ai du mal à le voir. Je trouve qu'il brille pas beaucoup. Et j'ai l'impression de voir un Yuki Tsunoda, même si sur cette course-là, Yuki Tsunoda abandonne, mais plus incisif en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de voir un Pierre Gasly dans de la mauvaise dynamique sur cette fin de saison. Et ça m'attriste un petit peu. Et c'est pour ça, pour moi, il doit prendre sa pénalité, histoire de prendre un nouveau départ et de ne pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête début 2023. Ça serait dommage, et il n'a plus rien à donner au groupe Red Bull. Hein. Il leur a donné 6 saisons, il leur a donné une victoire, il leur a donné des podiums. Il a piloté pour 3 entités différentes, pour les 2 usines différentes. Voilà, je serais lui, j'irais clore mon chapitre tranquillement et me remettre dans le bain pour 2023. Alors, moi pour Pierre Gasly, je rejoins ton constat, c'est-à-dire sur le bilan comptable, bon, c'est pas terrible. C'est mieux que Tsunoda sur le bilan comptable, mais c'est pas terrible. C'est vraiment c'est pas extraordinaire, quoi. Un pilote de sa trempe, on s'attendait un peu à mieux, quoi. Surtout, je vais te dire, c'est que tu sais, l'an dernier, on avait vu un Pierre Gasly qui n'était pas forcément extraordinaire sur les courses en termes de résultats à cause de sa voiture, mais qui en qualif arrivait à en extraire le maximum, et qui était 6e ou 7e pilote le plus rapide de la saison. Enfin, c'était dingue. Cette année, j'ai vu en qualif des mecs comme Bottas faire beaucoup de coups d'éclat, un mec comme Magnussen en faire à certains moments. Gasly, il en a fait, mais je trouve beaucoup moins, et ça manque sur ce côté qualif, alors que c'était un de ses gros points forts l'an dernier. Et je trouve que ça manque aussi à sa saison, tu vois. Et sans compter que sur la même piste l'année dernière, mais avec une voiture qui n'était pas terrible, il fait quand même 4e. Aussi. Voilà, on rappelle un petit peu au passage, alors que bon, là, c'était pas tout à fait ça. Donc, alors, je pense qu'il subit en même temps un peu le courroux des commissaires, d'une certaine façon. Bon, depuis Suzuka, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le collimateur de la direction de course, et Ça, c'est on va honteux, dire, ça. moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire, Non, mais je te rejoins, hein. C'est pour ça que je disais qu'ils étaient sur ses côtes, et je trouve ça honteux. Tout ça parce qu'il a fait un commentaire qui était légitime, et on en a parlé tous les deux pendant la review. il l'a ouverte et il a dit grosso modo ce que beaucoup de personnes pensaient tout bas.
Et il a eu raison de s'emporter et de s'indigner, parce que bon, ce qu'on avait vécu au Japon, c'était quand même, comment dire, dangereux, pour ne pas dire mortel, et bah, ça renvoyait à un épisode funeste. Donc, dans des circonstances un peu similaires, donc c'est vrai que bon, moi, sa remarque était justifiée, mais j'ai cette impression où, bah, en fait, depuis, bah, on lui fait pas de cadeau, et peut-être que ça influe aussi sur sa méforme et l'absence de résultats. C'est-à-dire, comme lui a peut-être senti qu'il était aussi un petit peu dans le collimateur, c'est de se dire, il faut vraiment, vraiment que je fasse ultra gaffe parce qu'ils vont m'attendre, quoi. Ouais, mais t'as l'impression qu'il lui cherche des torts en disant oui, bon, t'as vu les commentaires que t'as fait, mais ça serait bien, mon coco, que tu sois à moins de 10 voitures de la voiture précédente lorsqu'il y a que de safety car. Alors que sur les on-board, tu vois 5 pilotes différents le faire, il n'y a pas que lui. Il n'y a que lui qui est sanctionné. Donc c'est un peu. Et sans compter qu'il y avait déjà eu une polémique quelques semaines auparavant avec Sergio Pérez, quoi. Bon, Pérez qui a pris 5 secondes, mais il a pris 5 secondes après l'avoir fait au moins 3 fois, quoi. Non, mais oui, c'est ça aussi. C'est la différence de traitement et le timing qui C'est interroge. ça. Bon, ça, on en avait parlé. Et bon, là, sur celle-ci, on va pas revenir dessus, hein, parce que bon, concrètement, la pénalité avec ce qui s'est passé, oui, c'est justifié, mais le problème, c'est que ça rajoute un point. Il reste 2 courses. La question se pose vraiment. C'est est-ce que bah du coup oui du coup au Brésil tu fais un truc où tu craques les 2 points. Grosso modo tu provoques un accrochage ou un truc comme ça, tu prends tes 2 points, tu sais que t'es suspendu à Abu Dhabi et au moins tu repars, t'es tranquille. Ou alors est-ce que la règle a changé en matière de super licence? Est-ce que tu dois pas attendre un an après la dernière infraction? Je sais pas. Je... Parce que je me souviens d'un certain Lewis Hamilton qui, en 2019, je crois, avait pareil une super licence où ça commençait à être bof bof et où il avait fallu qu'il fasse ultra gaffe en 2020 Mais c'est un an parce après chaque point retiré que tu le récupères. d'accord. Donc je sais pas de quand datent les premiers points retirés de Pierre Gasly sur ces 12, mais Bah ça par contre je peux te le dire, je me demande si c'est pas en Espagne où il a commencé à en perdre. Euh, Si, en Espagne, il a perdu 2 points quand il s'est accroché avec Stroll. hmm. Donc si ça date de là, ça fait Donc, quand même 5 grands prix d'ici mai prochain, d'ici mi-mai prochain ouais, sans être pénalisé. Ça peut paraître chaud, hein. c'est ça. Ça peut paraître chaud et pour commencer une saison avec une nouvelle équipe, Bah, ça peut être ça peut dangereux. être dangereux. Ouais, là-dessus, il faudra vérifier ça. Je sais pas si tu as un dernier point que tu veux donner sur cette course, un pilote ou une performance qui t'a plu ou déplu parmi ce qu'on a vu. Alors, alors si un petit peu déçu par le résultat final de Bottas parce que l'Alfa Romeo avait l'air de bien fonctionner. Je m'attendais à ce qu'il finisse un petit peu plus haut, mais bon, bah c'est comme ça. Je me permets juste d'ajouter un point, on n'en a pas trop parlé. Enfin, on a parlé au niveau stratégie, Mercedes, etc. On, on va quand même rajouter que Hamilton s'est également plaint de coupure moteur à la radio. Donc ça lui a enfin, il a réussi à maintenir Perez, mais peut-être que bon, en plus avec les pneus durs, plus les coupures moteur pour aller chercher ensuite Verstappen, c'était un petit peu compliqué. Et puis bon bah on a quand même aujourd'hui on a un record qui est tombé, c'est-à-dire le record du nombre de victoires en une saison battu. Voilà, c'est-à-dire Verstappen signe une 14e victoire.
là où Schumacher et Vettel avaient fait 13 respectivement. Alors après, la variable à prendre en compte, c'est aujourd'hui on a quand même plus de Grands Prix. Voilà. Alors qu'à l'époque il y en avait un petit peu moins. Mais un petit bémol pour Alonso, il en remet une couche par rapport à ses abandons, etc. Alors oui, à chaque fois il est monstrueux, il fait des grosses courses. Quand il abandonne, bon, il pestait un petit peu parce qu'il était derrière Ocon. Il me semble qu'il était 9ème, je crois, à ce moment-là. Mais bon, bah, c'est la course, hein. Donc, bon, Alpine reste devant McLaren. Il y a 7 points. Moi, je sais pas toi, hein, mais j'attends vraiment l'issue du championnat pour savoir qui finit devant qui. J'ai l'impression qu'Alpine a trop d'occasions manquées pour qu'à la fin ça se paye pas. C'est trop. Il y a trop d'occasions manquées. Ça sera à voir, mais. Bah, chez Alpine, il y a les occasions manquées, mais chez McLaren, ils ont une voiture où sur certains circuits ça peut fonctionner, sur d'autres c'est une bouse. C'est clair, mais c'est pour ça, ce sera intéressant de voir par rapport à ça. Ce sera une des questions des 2 derniers Grands Prix, un des rares intérêts de cette fin de saison d'ailleurs. Ouais. Et puis bah écoute, on va juste conclure en vous disant de bien activer le pouce bleu, Absolument. la petite Absolument. cloche, de penser à vous abonner, et également vous dire que on est en train de réfléchir sur le planning après saison. Normalement l'intersaison devrait être assez remplie. Voilà, il y a les différents, on est en train de se consulter là-dessus. Et on vous prépare également quelques petites surprises, mais ça pour l'instant, c'est dans les cartons, on n'en dit pas plus. Absolument. Voilà. Bah écoute, et puis merci à vous déjà de nous regarder, de nous suivre. Et puis merci à toi Clément pour avoir animé cette review, avoir également donner ton avis éclairé sur certaines questions. Et puis maintenant, Merci on à attend toi, le Brésil. surtout. Merci à toi. Et on attend le Brésil. Et on attend la dernière course sprint de la saison. On l'attend pour qu'on n'en ait plus, hein. C'est vraiment juste. C'est la seule raison pour laquelle on attend. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Mid 21. Salut! À très bientôt, salut!